Aujourd'hui, on va démystifier le multiplicateur de revenus net, le fameux MRN. Dans une précédente capsule, je vous parlais du MRB, le multiplicateur de revenus bruts, et je vous parlais de ses contraintes. Ce n'est pas nécessairement le MRB le meilleur indicateur qu'on peut prendre lorsqu'on analyse la rentabilité d'un immeuble ou pas. Donc, on va voir aujourd'hui les avantages et les inconvénients d'utiliser le MRN. Donc, si vous avez déjà entendu parler du MRN, je serais curieux de savoir, c'est quoi un bon MRN pour vous? Pesez sur pause, allez dans les commentaires et dites-moi c'est quoi un bon MRN. Est-ce que pour vous c'est 15? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 30? C'est quoi votre définition d'un bon MRN? Donc, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Je suis juste curieux de voir votre position avant d'aller plus loin dans la vidéo. Le MRN, c'est le prix d'achat d'un immeuble divisé par le revenu locatif annuel net. Donc, je vais décortiquer tout à l'heure qu'est-ce que le revenu locatif annuel net et je vais vous donner un exemple très, très pratico-pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget, donc j'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper ou de perdre de l'argent à faire leur première transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi un bon MRN? Encore là, il n'y a pas de bonne réponse à c'est quoi un bon MRN. C'est un meilleur indicateur que le MRB, mais vous allez voir avec les exemples que je vais vous donner dans les prochaines minutes qu'il n'y a pas un chiffre précis en tête. Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs et il va y avoir 3 grands éléments qui vont entrer en prise de compte dans le calcul du MRN. Donc, l'avantage du MRN par rapport au MRB, c'est qu'on va pouvoir comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. C'est-à-dire que si j'ai 2 immeubles similaires côte à côte sur 2 terrains adjacents, par exemple 2 quadruplex qui sont un à côté de l'autre, et que je fais juste regarder les revenus de un par rapport aux revenus de l'autre, les deux pourraient avoir les mêmes revenus bruts parce qu'ils ont loué, par exemple, à des locataires au même tarif, au même prix sur le bail. Mais qu'en est-il de la structure de dépenses? Par exemple, l'immeuble 1 peut être loué, chauffé, éclairé. Donc, la facture de chauffage et d'électricité est à la charge du propriétaire, tandis que dans l'immeuble 2, la facture est à la charge du locataire. Donc, évidemment, si je fais juste regarder les revenus bruts, les deux peuvent être similaires, mais quand on va regarder vraiment les dépenses, ben, l'immeuble 1 va avoir beaucoup plus de dépenses que l'immeuble 2. Donc, lequel des deux est le plus intéressant? Probablement celui qui va avoir l'électricité qui est à la charge des locataires et non pas du propriétaire. Donc, c'est important. Donc, derrière ça, c'est vraiment de comparer les structures de dépenses entre elles pour pouvoir comparer 2 immeubles similaires. Afin de faire ce calcul de ratio-là, donc, on va devoir calculer le revenu net de l'immeuble. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle la normalisation des dépenses. Donc, on va devoir utiliser une grille qui est utilisée par les institutions financières, par exemple avec comme la SCHL et les banques également, pour enlever des revenus bruts. Donc, on va enlever certaines dépenses réelles et on va enlever certaines dépenses hypothétiques, donc qui vont être normalisées. Donc, comme on n'a pas toujours accès à certains postes de dépenses, mais on va appliquer une norme à travers tous les immeubles qui vont être similaires. Donc, restez avec moi, on va voir ça de façon très simplifiée, mais très détaillée. Donc, prenons un exemple et c'est un cas réel. Donc, je parle de mon premier immeuble que j'ai acheté à Montréal. C'est un quadruplex. Donc, j'ai présentement 67 230 de revenus bruts annuels. Donc, ça, c'est quand tous les loyers sont occupés, que tous les locataires vont payer. C'est jamais, là, si on prend, moi, ça fait 15 ans qu'on est en immobilier, c'est très rare que dans un immeuble, sur une longue période de temps, on va avoir un taux de location de 100%, un taux d'encaissement des loyers de 100%. Il y a toujours, à un moment donné, il y a des locataires qui vont quitter, on va prendre un peu de temps pour faire des petits travaux ici, il y a des locataires qui ne vont pas nous payer dans certains cas. Donc, on doit imputer des vacances et des mauvaises créances. Donc, c'est la ligne numéro 2 que je vous ai mis ici pour faire un peu une estimation de combien on pense qu'on va perdre de loyer en moyenne par année. Donc ici, j'ai utilisé le chiffre de 3%. Ça pourrait être un petit peu plus élevé que ça. Ça pourrait être 4%, 5%. C'est sûr que là, on est, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est dans pénurie de logements. C'est beaucoup plus facile de relouer nos appartements. Donc, le taux, il est un petit peu plus bas. Donc, j'ai enlevé 2017 de mes revenus bruts. Donc, mon 67 000 moins le 2 000 que j'ai ici, ça me donne donc ce qu'on appelle des revenus effectifs de 65 213. Gardez-le en tête, ce 65 000-là, parce que tantôt, quand je vais calculer mes frais de gestion, ça va être calculé à partir de mes revenus effectifs que j'ai ici.
Pour les dépenses maintenant. Donc là, j'ai des dépenses réelles que je connais. Donc, ma taxe municipale, je la connais. Ma taxe scolaire, je la connais. Mes assurances, je les connais. Donc ça, je vais prendre les chiffres réels. Donc, 4 815, 720 pour la taxe scolaire, 2 850 pour les assurances annuelles, évidemment. Pour le poste budgétaire qu'on appelle gestion et administration, j'ai utilisé le 4,25 de la SCHL pour les petits immeubles, donc de 11 logements et moins en bois brique, là. Donc, 4,5 du revenu effectif que j'avais à la diapo précédente. Donc, j'enlève 2 772 $. La même chose pour le concierge et le salaire. Même si dans la réalité, vous n'en avez pas, on va appliquer une normalisation comme ça au cas où un jour que vous ayez un concierge et tout ça. Donc, on veut comparer des pommes avec des pommes. Que vous décidiez de gérer vous-même votre immeuble ou que le voisin, lui, le donne en gestion et qu'il y a des concierges, mais on veut comparer les postes budgétaires équivalent. Donc, j'ai mis 4 portes fois 215 $ par année par porte. Donc, ça nous donnait 860 $. Maintenant, la même chose pour l'entretien. C'est un poste budgétaire qui est souvent sous-estimé par les investisseurs. Donc, c'est 610 la norme par porte par année dans les petits immeubles. Donc, ça me donne x4 ici, 2440 $. Le total de ces dépenses-là ici me donne 14 457. Ici, l'exemple que j'ai pris, l'immeuble, tout le chauffage, toute l'électricité, c'est tout à la charge des locataires. Donc, je n'ai pas mis ce poste budgétaire-là. Évidemment, si vous êtes en train de comparer un immeuble où le chauffage est au propriétaire, vous devez l'ajouter ici. Il va y en avoir d'autres, des petits cas, si vous avez un ascenseur, si jamais vous avez des électroménagers, si jamais vous avez mis un appareil de climatisation. Donc, c'est possible qu'il y ait des petits ajustements qu'on doit faire par rapport à ça, donc par rapport aux normes de la SCHL. Dans mon cas, j'avais 67 000 $ de revenus brut, j'avais 65 000 de revenus effectifs et là, j'ai 14 400 $ de dépenses normalisées. Donc, si je prends la différence entre les deux, donc mes revenus effectifs moins mes dépenses normalisées, ça me donne un revenu net de 50 756 $. C'est quand même beau et c'est quand même intéressant. N'oublions pas que ça ne représente pas ce qui s'en vient dans mes poches à la fin de l'année parce que je paye aussi mon hypothèque, le capital et les intérêts que je vais devoir payer avec ce revenu net-là. Mais pour le moment, quand on fait le calcul du MRN, on ne va pas tenir compte de l'hypothèque, on ne va pas tenir compte de la façon dont l'immeuble a été financé. Donc là, maintenant, j'ai pris une hypothèse. Admettons que je mets mon immeuble en vente là, demain matin. Je le vendrai probablement autour de 1 150 000, 1 200 000. Donc, j'ai pris le 1 150 000. Je viens diviser ça par 50 756, donc mon revenu net, ce qui me donne un MRN de 22,7. Et donc là, ma question pour vous, est-ce que vous achèteriez, vous, un immeuble à 22,7 fois les revenus nets? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais curieux de vous entendre dans les commentaires. Donc, est-ce que ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens? Quel immeuble, donc, choisiriez-vous? Donc, entre un MRN de 15 ou un MRN de 25. Donc, lequel est le mieux? Un bas ou un MRN plus haut? Je vous le dis tout de suite, c'est impossible de répondre à cette question-là. Il va falloir avoir plus de contexte autour de ça. Par exemple, de façon générale, un MRN élevé, donc par exemple, j'ai pris un MRN de 20 ou plus, c'est très arbitraire ici, ce n'est pas scientifique, pourrait nous indiquer un prix d'achat élevé par rapport au revenu net. Donc, on va avoir un cash flow beaucoup plus faible et on paye plus cher pour cet immeuble-là qu'un immeuble où on aurait un MRN plus bas. Ça, c'est en apparence. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est une des possibilités. Donc, le prix d'achat est élevé par rapport au revenu net. La deuxième possibilité, c'est qu'on a des revenus qui sont pas assez élevés. Donc, on a 3 éléments dans mon équation, là. Il y avait le prix en haut dans mon nominateur et dans mon dénominateur de mon équation, j'ai les revenus nets. Donc, derrière ça, c'était les revenus bruts, puis mes dépenses. Soit que mes revenus ne sont pas assez élevés ou soit que mes dépenses sont trop élevées. Donc, on a toujours ces 3 composantes-là à regarder. Donc, c'est impossible uniquement en regardant le résultat du MRN de savoir exactement l'état physique de l'immeuble. Est-ce qu'il y a un potentiel d'optimisation des revenus? Est-ce qu'on est capable de diminuer les dépenses? On ne le sait pas en regardant le MRN. Ça nous donne un indicateur que peut-être que c'est bon ou peut-être que c'est pas bon, mais ensuite de ça, il faut aller creuser plus loin. 2 immeubles avec le même MRN, ça ne veut pas dire qu'ils vont représenter la même valeur ou le même potentiel. Il y en a peut-être un qui est basé au plateau Mont-Royal et on va accepter de payer plus cher en termes de MRN
parce qu'on sait qu'on va peut-être être capable vraiment d'augmenter le prix des loyers, de diminuer peut-être la facture de chauffage, d'ajouter des nouveaux logements, de subdiviser des nouveaux logements. Tandis que celui qui est peut-être à Shawinigan avec un MRN beaucoup plus bas, donc qui peut sembler plus alléchant en termes de cash flow, mais peut-être que le potentiel de croissance de la valeur est peut-être moins importante que celui qui est sur le plateau Mont-Royal. Donc, il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, donc des immeubles de même catégorie et des immeubles dans le même secteur pour être capable de faire des comparaisons. Et là, ensuite, regarder l'état physique de la propriété. Donc, je dis, il y a d'autres facteurs comme l'emplacement, ce que je viens de parler, le coût d'entretien futur. L'immeuble qui se vend peut-être à un MRN plus élevé a peut-être été beaucoup mieux entretenu avec les années. Donc, peut-être que la facture future pour le toit, pour les fenêtres, pour mettre à jour la plomberie, l'électricité, les salles de bain, ça a peut-être déjà tout été fait. Mais qui nous dit que l'immeuble avec un MRN plus faible, qui nous dit qu'il n'est pas complètement dégradé, qu'il ne faut pas refaire tout le toit, toutes les fenêtres? Donc, le chiffre du MRN, ça ne nous le dit pas. Donc, ça peut être alléchant d'aller chercher un MRN plus bas, mais peut-être que dans les années suivantes, ça va tellement vous coûter cher pour remettre cet immeuble-là aux normes que peut-être que vous auriez dû acheter un immeuble avec un MRN qui était un petit peu plus élevé. Comment on va pouvoir optimiser ce MRN-là? Mais c'est en travaillant sur les grandes composantes, hein, donc les revenus et les dépenses de façon générale. Donc, si je reprends mon immeuble à 1 150 000 avec un revenu net de 50 756, si je divise un par l'autre, ça me donne un MRN de 22,7. Et si j'identifie un potentiel d'augmentation des revenus, donc c'est le cas de mon quadruplex, hein, j'ai 2, 3,5 là, que je pourrais augmenter d'au moins 250, 300 $ chaque par mois. J'ai un 5,5 que je pourrais augmenter de 200, 300 $ par mois. J'ai un autre 4,5 dans le sol qui aussi pourrait être augmenté un petit peu plus élevé. Je pourrais faire des travaux. Il me reste une cuisine, une salle de bain à refaire dans cet immeuble-là. Et pour 2 des appartements du 2e étage, je pourrais vraiment créer des très grandes terrasses extérieures. Les balcons sont à refaire dans les prochaines années. Donc, j'en profiterai pour refaire des très grandes terrasses au 2e étage et ça va vraiment attirer une clientèle qui va être prête à payer plus cher. Donc, admettons dans mon cas là, que j'ai des locataires. Puis c'est des locataires qui ne vont pas rester là très longtemps. Moi, d'ici quelques années, je vais avoir une rotation presque complète dans cet immeuble-là. Ça a toujours été le cas. À tous les 2-3 ans, je change de locataire parce qu'ils s'en vont, ils s'achètent des condos, ils s'en vont vivre ailleurs, ils sont des nouveaux conjoints, ils ont des enfants. Donc, si, par exemple, je prends pour acquis que j'investis 100 000 admettons, là, je suis un nouvel acheteur de cet immeuble-là. Je l'ai acheté à 22,7 fois les revenus. Je mets 100 000 $, mes locataires vont changer dans les prochaines années et je suis capable d'augmenter mes revenus nets j'avais tantôt 50 000 et j'augmente ça jusqu'à 64 000 $. Quelque chose qui est tout à fait possible dans l'immeuble dont je suis en train de vous parler. Donc, j'augmente mes revenus nets à 64 000. Donc, maintenant, mon prix d'achat qui était de 1 150 000 plus 100 000 de travaux, ça me donne donc là, un coût total de 1 250 000. Je divise ça par les nouveaux revenus nets, 64 000. Ça me donne donc un MRN de 19,5. Donc, même en investissant de l'argent dans cet immeuble-là, si c'est faisable d'augmenter les revenus comme je l'ai pensé, bien, je vais me retrouver avec un MRN plus bas. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez dire c'est encore trop haut. Ça va dépendre. Dans mon cas, mon immeuble, il est sur le plateau Mont-Royal, il est juste devant le plateau Mont-Royal, là, sur la rue à côté, super bien situé. Donc, ça peut valoir la peine de dire, ben oui, on va se retrouver avec des revenus assez importants, un beau cash flow et une valeur qui va être là en termes de qualité de locataire, qualité du bâtiment. Tout est rénové, mes toits sont faits, mais c'est insonorisé, j'ai changé ma plomberie. Une année, il n'y a plus rien à faire, puis l'immeuble, il est stabilisé. Donc, peut-être que c'est un MRN qu'on voudrait viser, 18, 19. Donc, faites attention. Donc, même un MRN élevé peut être source d'une belle création de valeur au cours des prochaines années. Donc, faites attention, on n'utilise pas le MRN comme unique indicateur de la rentabilité d'un immeuble. Donc, moi, je regarde tout, hein, le prix par porte. Je regarde le MRB, le MRN, le taux de rendement interne, la valeur actuelle nette, le TGA. Donc, je regarde un peu tout ça et évidemment en mettant toujours en contexte par rapport à la localisation et par rapport à l'état actuel de l'immeuble et aux travaux futurs pour emmener l'immeuble là où je veux l'emmener. Donc, je vous encourage toujours à garder un œil très critique par rapport
à ces éléments-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Même si vous l'écoutez en rediffusion, ça va me faire plaisir de venir y répondre. Et si vous avez des idées de prochaines capsules, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Si jamais vous désirez avoir de l'accompagnement, si vous désirez joindre mon programme d'accompagnement ou voir si vous êtes un bon fit pour travailler avec moi et moi un bon fit pour travailler avec vous, n'hésitez pas à marquer en commentaire le mot « appel » et on va se céduler un appel ensemble, un appel découverte pour voir comment est-ce que je peux vous aider à atteindre vos objectifs de liberté financière grâce à l'investissement immobilier.